Bienvenue dans l'univers Lorcana et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau top 4 de notre Winbox à Lyon qui s'est passé dans la boutique Trollune et je suis avec JC, notre joueur rouge-violet. JC, comment tu vas? Ça va super bien, merci beaucoup. Ah bah c'est en tout cas c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. En tout cas il y a eu quelques petites péripéties, on se loupait à chaque fois et du coup je Ouais, suis c'est un plaisir partagé. ah bah c'est super, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui, en sachant que Moi tu aussi. étais le seul représentant, il me semble, rouge-violet en top sur ce tournoi. Euh, donc en tout cas, félicitations à toi, tu as fait un très beau top. C'est gentil, merci beaucoup, merci. Et donc du Ouais, j'étais le coup, seul violet ouais, en top, exactement, effectivement. exactement. Et donc du coup, on va faire comme tes chers camarades avant toi. Déjà JC, présente-toi qui tu es, quel est tes antécédents en termes de TCG si tu en as, explique-nous tout. Alors oui, j'en ai. Alors moi, c'est Jean-Charles, j'ai 43 ans. Je suis un vieux de la vieille la communauté Lorcana, je pense, un des doyens à mon avis. Et je viens avec deux de mes enfants pour participer un petit peu au tournoi, faire un peu de compétitif autant qu'on peut. Donc je suis venu avec Raphaël qui a 14 ans et Sacha qui en a 7, qui lui était le plus jeune du tournoi. Donc voilà, on faisait les deux extrémités. Mes antécédents, je suis un ancien gros joueur de Magic. Depuis quasiment le départ, Magic, qui était le premier TCG, qui a été créé en 93. Moi, je suis arrivé en 94 dans le jeu. Donc, juste après, j'ai loupé les premières éditions. C'est les plus intéressantes et les plus collector, mais je suis arrivé juste après. Et ça a duré 10 bonnes années de jeux, de Magic, de compétitif. J'ai parcouru pas mal la France, les pays alentours pour faire des grands prix, des QT. Presque un pro tour. Enfin bref, c'était mes belles années, on va dire, mes belles années d'étudiant. Et j'ai arrêté, alors je sais plus exactement quand c'était. J'ai arrêté d'un coup, ça devait être ouais, vers 2000, je dirais 2004, quelque chose comme ça, 2003-2004. Super, donc un Voilà. gros, un gros antécédent de joueur du coup. Gros antécédent de Magic et donc de TCG en général, parce que je me suis quand même beaucoup investi là-dedans pendant 10 années. Et ensuite, j'ai eu donc Raphaël, mon premier enfant, qui lui, quand il a eu 7 ans, a voulu jouer à Pokémon. Et donc, on s'est mis à Pokémon ensemble. Et lui est devenu assez compétitif sur Pokémon. Il a été jusqu'au championnat du monde. J'ai suivi comme j'ai pu. Mais voilà, donc deuxième background de TCG avec Pokémon. Et ça s'est fini pour lui avec le Covid. Donc fin des tournois avec le Covid et il a jamais repris parce qu'il Ok. avait grandi, parce qu'il était passé à autre chose. Et là, l'Orcana est sorti et ça a passionné toute la famille, ça a intéressé tout le monde, donc c'est génial. Ah, c'est super. Je suis vraiment content de partager ça avec eux. Ah, c'est génial. Donc effectivement, Ouais. donc du coup, est-ce que c'est toi un petit peu qui l'a un petit peu poussé vers cet aspect-là de compétitif ou c'est venu de lui-même? Pour Pokémon? Ouais. Ouais, pour Pokémon, Raphaël, en fait, je lui ai, bon, il entendait beaucoup parler de mes années Magic et quand il a su que lui était féru de Pokémon comme tous les petits garçons de son âge et quand il a su qu'il y avait un jeu derrière les cartes de l'école qu'il voyait tout le temps, il a voulu apprendre, je lui ai appris, je lui ai proposé de faire un tournoi, il a essayé et il a adoré et puis c'est vrai qu'après bah moi ça m'allait très bien hein, de replonger dans cet univers un peu compétitif. J'étais super content de partager ça avec lui. J'aurais adoré partager ça à l'époque avec des membres de ma famille, mais c'était pas trop possible sur Magic, c'était trop à part. Mais là, c'était chouette. Et mon fils Sacha, le plus jeune, joue hyper bien à Magic. Il joue un petit peu à Pokémon et maintenant il joue à l'Arcana. Lui, il est vraiment très très axé là-dedans. Lui, ça lui plaît beaucoup. C'est celui de la famille qui y pense le plus toute la journée. Il parle Pokémon le matin, il parle Lorcana le matin, il en parle le soir, il a son classeur qui regarde tout le temps. Enfin bref, c'est son grand truc. Ah, c'est Donc on génial. partage ça ensemble. En tout cas, sache que j'imagine que ça doit être le rêve de pas mal de parents, en tout cas qui s'investissent dans le TCG, d'avoir justement les enfants qui se passionnent de la même Ouais. manière. Moi qui ai un enfant qui a à peine un an, je m'imagine déjà récupérer des cartes, garder des trucs pour lui pour plus tard, au cas où ça le fasse kiffer. Donc je comprends totalement que toi, ça t'a un petit peu ravivé aussi la flamme de ce truc-là.
Ouais, j'adore ça et puis on partage quelque chose d'un peu Ouais. unique et d'un peu, juste à nous, quoi. Ouais, tout à fait. Heu, le temps de ces tournois, alors on essaye de faire en sorte que ça reste un peu exceptionnel de faire des tournois, donc pas de venir tous les samedis ou les machins. Pas banaliser le truc parce que ça reste quand même, quelque chose, un vrai hobby un petit peu coûteux, un petit peu, faut que ça reste exceptionnel. Moi j'y tiens beaucoup. Faut pas que ça devienne le truc banal, samedi on fait un tournoi, ouais, oh bon, bah, non. Faut que OK. ça reste le truc qu'on attend pendant 15 jours, dont on parle, qu'on prépare, on parle du deck, on parle de tout Et et bah, après on vit justement, un c'est génial, ça super tombe moment. bien parce que tu me fais une transition géniale. C'était surtout comment et quelle a été ta préparation du coup pour ce tournoi? Parce que Winnerbox 64 joueurs, c'est en tout cas pour le chapitre 1, c'est un tournoi, il y a beaucoup de joueurs. Est-ce que déjà Mmh. tu as fait Octogone? Et surtout, si tu, enfin, pour ce tournoi-là, comment tu t'es préparé? Comment tu as un petit peu visualisé la chose en te disant je vais tomber contre tel match-up et je mets ces cartes-là? Ouais. Alors, c'est exactement le bon terme que tu as utilisé, c'est visualiser, parce que malheureusement, j'ai très peu de temps entre ma vie pro, ma vie perso, pour faire du pixelborn ou pour même jouer avec mes enfants avec des cartes physiques. C'est très dur de trouver du temps. Du coup, je joue pas beaucoup. D'autant que il y a 2 ans de ça, j'ai redécouvert un petit peu Magic par l'application Magic Arena. Et le peu de temps que j'ai à consacrer à des jeux, en ligne, je le passe sur Arena et pas sur Pixelborn. Donc Lorcana, c'est vrai que j'y joue pas beaucoup. Par contre, je théorise beaucoup dessus. Ça, c'est un truc qui me reste de mes années Magic, où, je passais mon temps à tout imaginer, à régler les cartes et les sideboards à la carte près, enfin bref. Et ça m'est resté, donc je théorise beaucoup, j'imagine beaucoup et je peaufine, on va dire, les decklists et les choses comme ça, à la carte près, mais ça reste hyper théorique. Donc, peu de pixelborn, peu de pratique, quelques matchs, à troll de temps en temps, mais Mhm. ça reste, assez marginal. Et oui, on a fait Octogone, Ok. donc tous les quatre, parce qu'il y avait ma fille en plus, j'ai une fille aussi, donc j'ai trois enfants, les trois ont essayé le jeu. Ma fille a moins accroché, donc elle a fait Octogone, mais ça a été son dernier. Elle, elle s'en décroche un petit peu de l'Arcana, Ok. mais très libre, très bien. Et donc on a fait Octogone. J'ai pas pu jouer ce que je voulais parce que j'aurais voulu jouer ce fameux rouge-violet, mais j'ai pas pu parce que mon fils a joué ça et du coup il restait plus les cartes suffisantes. J'ai fait les trois decks de mes enfants, j'ai fait le mien avec ce qui restait. Bon, c'était quand même un jaune-gris hyper compétitif, donc je m'en sortais bien, hein. Mais c'était pas vraiment ce que je voulais et le tournoi s'est passé tant bien que mal. Avec mon jaune-gris, j'ai tapé que des rouges-violets tout le long. Donc ça m'a bien fait regretter Ouais. de pas avoir eu le bon match-up dans les mains, enfin de pas être du bon côté du Oui. match-up. Et en même temps, ça m'a servi à construire mon avis sur le Winnerbox parce que pour moi, c'est pas concevable d'arriver à un tournoi de grosse envergure où on sait grosso modo qu'un tiers de la méta sera du jaune-gris, Mhm. avec un deck qui se fait à la fois qui est à la fois derrière jaune-gris ou alors qui sera à peine égal. Donc pour moi, il faut arriver avec un deck qui va avoir un edge net sur le deck dominant. Donc pour moi, c'était rouge-violet, qui est le deuxième deck le plus représenté, et ça on le savait, hein, la méta du Winnerbox est complètement classique. Mm. Euh, du jaune-gris, du rouge-violet, et pour moi, il y a deux autres decks compétitifs qui peuvent gagner, c'est bleu-vert et bleu-violet. Oui. Vert-violet, Bien pardon. volé. Parmi ces quatre, les deux derniers avec du vert sont clairement derrière jaune-gris. Pour moi, ça peut pas passer. Et étant donné que sur cette ronde, tu vas en avoir, si tu en perds deux, t'es dehors. Si tu as un tiers de la méta qui est du jaune-gris, statistiquement, tu vas avoir deux rondes contre du jaune-gris. Mm. 33% de cette ronde, ça fait à peu près deux rondes. Donc si tu arrives avec un deck qui perd déjà deux fois d'office contre le deck le plus représenté, pour moi c'est mort. Le seul qui ait un réel avantage sur le jaune-gris, c'est le rouge-violet. Donc le choix était vite fait, d'autant que je suis plutôt un joueur de contrôle, de deck contrôle. Je l'étais à Magic, hein.
J'étais de ceux qui mettaient 2 îles et qui disaient à toi, à toi derrière. Donc là, ça me semblait évident. Et il fallait, tant bien que mal, arriver à prendre un edge sur le mirror par la liste et aussi par pas la qualité de jeu, mais la façon d'appréhender le match-up rouge-violet contre rouge-violet du Oui. miroir. Du coup, Hyper important. on sait maintenant qu'au niveau de ce chapitre 1, il y avait un petit peu cette trinité, c'est-à-dire le jaune-gris qui battait le vert-violet, le vert-violet qui avait son avantage sur le rouge-violet, et donc le rouge-violet qui avait le match-up sur un petit peu le jaune-gris. Est-ce que, Exactement. justement, tu as réfléchi justement pas mal à ton match-up miroir et à raison, vu que ça représentait quand même à peu près un tiers de la salle. Mais Quasiment un tiers, un contre 2. du coup, justement, pour un petit peu ces decks verts qui vont en rush assez rapidement et même potentiellement mettre 20 de l'or avant ton T7 et donc forcément avant que tu soyez prête et que tous tes gros personnages arrivent, comment on va dire que tu t'es préparé à ça au niveau de ton deck building déjà? Je me suis préparé à ça et c'est un très bon point à soulever en gardant une part assez nette du deck pour des petits personnages, pour de l'early game et surtout pour un package d'Aladin et Ursula qui vont retirer le lore. Et ça m'a carry toute la journée. Ça a été hyper impactant, aussi bien, alors quand même moins en miroir, mais surtout sur les autres match-ups, les Aladin, c'est de la bombe. C'est une vraie bombe, et ça, il suffit de lire la grosse carte Aladin pour en être sûr. Il fait un différentiel de 4 lore, c'est énorme, et Oui. faire reculer l'adversaire, c'est d'une puissance, mais dingue. Même le petit Aladin est plutôt sympa. Il fait reculer et il propose un trade, si on n'a pas le gros en stock, contre des petits persos. Pour moi, c'est la carte qui change tout. Enfin, c'est le package qui change tout, de faire reculer le lore de l'adversaire. Et puis je rajouterais même que le petit Aladdin met une pression folle parce que quand il arrive, on sait que Parce qu'il derrière, menace d'avoir le gros. et on Exactement. sait que derrière, que si on prend le risque de partir en quête en se disant je prends le risque qu'il l'a pas en main, si jamais tu l'as en main, ça fait des dégâts, ça fait très très mal. Ouais, sur le match de top 8 contre Adeptus qui jouait bleu-vert, je me suis servi à un moment donné d'un petit bluff là-dessus en mettant le petit Aladin et ça a modifié son play. Ça a changé son play. J'avais pas le gros et ça a tout changé Et parce que la menace de pouvoir l'avoir au T5, c'est monstrueux. j'aime Franchement, beaucoup c'est cette réflexion une de parce que mes cartes préférées. justement c'est là qu'il y a toute la réflexion derrière où c'est un petit peu aussi cette petite partie de poker qui fait que est-ce que j'ai la carte derrière, qu'est-ce que tu vas faire et tout se joue autour de ça et des fois on peut gagner un, deux ou trois tours et ça va complètement changer la game et du coup faut Ah tirer bah, son épingle du jeu et c'est ce genre de décisions là qui vont faire ouais. que un tournoi justement c'est ce niveau-là de joueur qui va faire la différence quand on arrive sur les games qui vont être hyper serrés. T'as tellement raison. T'as tellement raison. Un tour, quand tu joues rouge-violet, c'est un tour qui te ramène vers les 7 encres. Franchement, 7 encres, c'est le pivot, on va Mm. dire, le pivot de la partie. Quand tu atteins 7 encres et que t'es pas trop en danger sur le lore, c'est fini pour l'adversaire. Grosso modo, c'est. Je pense que c'est Pour, quasi. pour Je pense moi, que pour moi, je me dis le win que rate ça va passer. quand t'arrives à 7, enfin 7 d'encre au niveau de rouge-violet, il est multiplié par 3 ou 4, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, complètement, complètement. Après, tu as toujours le risque de te prendre des Cusco à répétition ou des trucs comme ça qui vont lorer avant que tu fasses quoi que ce soit. Mais c'est pas la majorité des parties Oui, et il y a quand même des solutions, notamment avec le retrait de l'or oui, dont tout à on fait. parlait tout à l'heure. Tout à fait. Bon, ben, en tout cas, on voit au niveau de ta préparation que c'est pas une préparation où tu as tryhard le format. On va dire que tu as plus ce qu'on appelle théorie craft, c'est-à-dire penser, réfléchir et analyser un petit peu ce qu'est la méta et ce qui, de toute façon, ce qui est joué depuis un beau bout de temps déjà. La méta était déjà actée, posée, donc on savait sur quoi on Ouais. allait tomber sur ce tournoi. Maintenant, on a un petit peu regardé ça ensemble. On va analyser un petit peu ton choix de deck, s'il y en a en plus que tu aimerais parler. Bien sûr, là, tu nous as parlé de tout ce qui était les Aladins pour gérer justement les vers violets qui partaient rapidement en lore pour justement temporiser jusqu'à atteindre tes 7 d'encre, etc., etc.
Est-ce que tu as eu d'autres choix forts au niveau de ta decklist ou des choix qui te disaient mais ça c'est carrément indispensable, je suis obligé de jouer ça, que ce soit en miroir, pour jaune-gris, pour vert-violet, si jamais j'ai des matchs bleus, etc., etc. Quels sont un petit peu tes choix de deck? Et ensuite, de nous parler un petit peu de tes match-up de ton tournoi. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Donc, il y a l'early game dont on a parlé, qui est fait avec les petits 2-2 pour 1, donc Archimède ou Tibbs. Bon, il se trouve que c'est des Tibbs, mais ça aurait évidemment pu être Archimède. Il y a les Gaston. Gaston qui est important parce que je n'ai pas Rafiki. Ok. J'ai pas Rafiki parce que j'ai Zeus. Et j'ai Zeus pour plein de raisons. Je Et sais que ça plaît pas beaucoup de ne pas jouer Rafiki, mais de jouer Zeus. Certains pensent que c'est une grosse erreur. Moi j'y ai beaucoup pensé, à l'un ou à l'autre, parce que c'est le même slot, hein. Si j'avais pas mis les Zeus, j'aurais mis les Rafiki. Effectivement, quand on se prend Lilo tour 1, Simba tour 2, c'est sûr que Rafiki sera mieux. Mais pour moi, c'est à peu près la seule configuration où Rafiki a un vrai edge sur Zeus. Je m'explique, c'est que Zeus, lui, il va avoir plein de petits à côté que Rafiki n'aura pas du tout. Zeus, déjà, en premier lieu, il arrive tour 4 parce que on a justement Maléfique et Aladdin qui arrivent au tour 3. C'est souvent des meilleurs plays à ce moment-là, donc ne pas hésiter à les jouer, d'autant que l'un et l'autre vont pouvoir chanter Mes amis de l'au-delà, qui va permettre d'avancer vers Zeus. Parce que Zeus, au final, et Rafiki, c'est que 2 slots dans tout le deck, c'est hyper peu pour l'avoir au bon moment, dans le bon match-up, exactement. Donc, de piocher 2 cartes de plus pour arriver à l'avoir quand on veut, c'est pas négligeable. Donc, il s'insère beaucoup mieux dans la curve. En deuxième lieu, c'est un anti-réponse tout trouvé, parce que on peut contre-attaquer facilement dans Rafiki après qu'il a enlevé le Simba, par exemple avec une petite clochette, une 2-4, qui va se prendre 3 dégâts, qui va permettre la réponse, qui va faire piocher 3 cartes. Et moi, dans mon approche du match-up contre jaune-gris, je fais tout pour couper complètement les sources de pioche de l'adversaire. Jaune est très fort, mais il a que des pioches conditionnelles. C'est-à-dire qu'il va piocher avec réponse si on a des dégâts sur le board, il va piocher avec Stitch si on a 2 autres persos. Et ça, quand je joue contre jaune-gris, je fais tout le temps attention à ne pas donner trop de pioches à l'adversaire, à ne pas lui laisser un board à son avantage. Voilà, donc ça peut impliquer des feux du dragon sur des persos un peu moyens, ça peut impliquer des trades qu'on n'aurait pas forcément fait, mais pour descendre à un seul perso et empêcher le Stitch, ça peut valoir le coup. Bref, ça se réfléchit, ça se met en place, et Zeus est parfait là-dessus. Troisième point en faveur de Zeus, c'est que sur des persos hyper communs, comme Hans par exemple, il va pas trader simplement. Il va rester sur le plateau. Rafiki, lui, il trade, il s'en va. Non, Zeus, il reste avec son petit point de vie encore là, à menacer de prendre un autre trade au prochain tour. Et donc l'adversaire, il va passer un tour, et c'est pas négligeable, il va passer un tour à aller le finir plutôt que de faire du lore. Il va pas aller faire du lore avec son Flynn, il va aller mettre le petit point sur le Zeus. Et ça fait la différence, vraiment. c'est Et un très très le bon choix. dernier point que je dirais, ouais, le dernier point que je dirais pour Zeus, c'est que il est bien plus intéressant que Rafiki en miroir parce que 2 de l'or. Parce que 2 de l'or, et c'est alors le miroir, je pourrais en parler des heures. J'adore jouer le miroir. C'est mon match-up préféré. Je m'éclate. Le peu de fois sur Pixelborn que je joue et que je tombe sur du miroir, je m'éclate à chaque fois. Et c'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma, le miroir. On pose nos ressources au début. Après, il y a une espèce de guerre d'attrition, removal, sur Feu du Dragon, sur Maléfique Dragon, sur machin, jusqu'à plus soif. Et après, on tient la fin de game avec des balais, avec des petits trucs qui vont chercher des petits lores. On a passé tous nos removals, ouais, nos removals, et il reste des petits trucs, genre Tibbs, genre Zeus. Et Zeus, il est vachement plus fort. Il met 2 fois plus de pression. Et c'est hyper important. Ça va forcer l'adversaire à réagir sur une carte qui
qui serait insignifiante si c'était Rafiki. Ok. Voilà, donc pour tout ça, j'ai préféré Zeus. C'est que 2 exemplaires dans le deck, ça va pas changer la face du monde, mais n'empêche que, j'ai jamais regretté. Bon, en tout cas, si on était encore avec du chapitre 1 pendant 1 ou 2 mois, t'aurais convaincu tous les joueurs rouge-violet, ça je peux te l'assurer. Voilà. Moi, je suis largement convaincu en tout Ouais. cas. Après, le reste de la liste, elle est beaucoup plus classique. J'ai pas trop insisté sur les objets parce que la bête est partout, et que je trouve qu'ils sont pas si impactants que ça en plus d'exemplaires. C'est-à-dire que sur le miroir, un miroir justement ou 2 va suffire, il y a pas besoin d'en avoir plus. La montre à gousset, c'est pas transcendant, mais c'est plutôt bien, mais un exemplaire. Et pareil pour le bouclier. Alors le bouclier, hyper important sur le miroir, ça fait vraiment gagner le miroir. Sur le stream de la 3e ronde, mon adversaire l'ancre à un moment donné, grosse erreur. Moi, je gagne avec à la fin de la première game. Il faut l'avoir, le bouclier. C'est pas non plus la carte qui tue sur plein de match-up. Elle part en encre. Mais voilà. Pour moi, les objets, voilà, juste 4, ça suffit. Et après, des gros packages qui font la différence. C'est-à-dire le package late game avec les gros, les grosses menaces de rouge-violet, ce qui fait que c'est rouge-violet qui gagne les late game à coup sûr. C'est-à-dire les Elsa, les Aladdin, les Aladdin à 7, les Ursula, les Maléfiques Dragons. Voilà, ça c'est le gros package. Il y a l'early game, il y a le late game et il y a le milieu de game avec les petits removals, avec Feu du Dragon, avec de la pioche, avec la reine, des choses comme ça. Donc c'est vraiment scindé en trois compartiments, on va dire, le deck. De toute façon, la liste est solide, hein, la liste on la connaît, hein, Elle on est sait que hyper ça fait du classique. résultat. Bah, bien sûr, on sait que ça fait du résultat, on sait que c'est fort. De toute façon, rouge-violet, dès le début du jeu, de toute façon, c'est apparu Mais bien comme sûr, c'est assez flagrant, hein. le tiers 1 de ce chapitre 1 dans tous les cas, donc Ah bah, de la pioche avec Soyez prête, ça peut que marcher. oh oui, meilleure carte, de toute façon, meilleur removal du jeu, de toute C'est façon. Soyez prête, elle fait tout le deck. Elle fait tout le deck et elle continuera à faire encore mal avec le chapitre 2. Maintenant, on connaît les cartes, on les a vues très récemment. Oui. Et il y a toujours pas de réponse solide à Soyez prête. Pour moi, le rouge va continuer à dominer, je pense. Ok, Et pourra peut-être se passer du violet. il l'a dit. Attention, c'est annoncé. Ok, est-ce que tu veux nous parler maintenant de tes match-up un petit peu, de ce que tu as rencontré tout au long du tournoi jusqu'à arriver dans tes matchs de top? Déjà, dis-nous à quelle place tu as terminé au niveau des rounds et le nombre de victoires et de défaites que tu as fait. Alors, j'ai fait 4 victoires et 2 draws sur les 6 rounds, 2 draws intentionnels. Aucune défaite et j'ai terminé, je crois, à la 6e place, si je dis pas de bêtises. Ok, Ouais, c'est ça, à la 6e place et je suis tombé contre le 3e qui était Adeptus. Ouais, non, c'est ça. Donc je finis à 4-0-2, 6e. ok, super. Alors, mes match-up. Première ronde, je tombe contre Manon, une joueuse qui vient de loin, qui vient de Limoges, hyper sympa. Elle vient avec son mari, c'est son premier tournoi, donc elle vient à la cool, passer du bon moment. On a fait une chouette game. Elle jouait jaune-bleu avec Turbolore, c'est-à-dire plein de trucs qui lore à deux qui sortent en début de partie. Sur le papier, c'est pas ce que je préfère affronter, mais allons-y. Donc elle démarre à chaque fois avec l'îlot Tourin. Bon, j'arrive à opposer à chaque fois Tibbs, j'ai un peu de chance, je le tire à chaque fois. Et il n'y a pas de Simba qui arrive derrière. Donc, gros soulagement. Par contre, il y a tout le temps des loreurs à deux, c'est-à-dire tour 2, Aurore, tour 3, Mickey ou Jasmine. Après, encore un autre. Après, Vaiana, tour 5. Jusqu'à, en top curve, elle joue des Hades. Et voilà de quoi est composé le deck à peu près. Ok. Donc elle me fait des grosses sorties les 2 fois, mais les 2 fois j'arrive à opposer mon early game et à tenir avec les Aladdin jusqu'à le gros late game écrasant. Et là ça se passe bien. Donc elle a pas vraiment de chance parce que mauvais match-up pour elle. Mais c'est moi qui ai de la chance de ne pas avoir pris les Simba tour 2. Enfin, ça s'est bien passé pour moi, quoi. Ouais. Donc voilà, une ronde qui a été jouée assez vite et vraiment très sympathique. Donc super. J'ai été ravi de rencontrer Manon, d'autant qu'elle est tombée contre mon fils après. Donc
très belle rencontre. Donc voilà, 1-0. Après, deuxième ronde contre un membre du Discord, contre Soupagod, que je ne connaissais pas, donc jolie rencontre aussi, qui lui est un gros habitué, il m'a dit assez vite qu'il ne jouait que du rouge-violet depuis le début. Donc le miroir, et je pars pas confiant parce que le bonhomme en face est un habitué et a l'air de bien connaître le truc. Il regardait mon build au fur et à mesure que je jouais les cartes. Il disait ah ouais non ça j'ai essayé mais j'en suis revenu, j'ai plutôt. Donc voilà, je me dis oulala, c'est il connaît sur le bout des doigts tout le match-up. Et en fait, Soupagod a fait le choix de complètement partir sur une autre vision du rouge-violet, une vision très insaisissable. Donc il me sort des pongos, des dingos, des tigrous. J'en vois à tous les tours et dur, vraiment dur. Il fait du lore, je peux pas répondre grand-chose, mais en contrepartie, ça coûte des slots de jouer tout ça. Et il y avait des choses que moi je jouais que lui ne jouait pas, qui ont fini par renverser la game petit à petit. Et elle s'est enfin installée dans la guerre d'attrition que je connais bien, que je voulais installer et que j'ai gagné parce que moi j'avais le package balai que lui n'avait pas. Et c'est vrai que dans le miroir, les balais, Ouais. ça fait la différence. Ça fait la différence parce qu'on part au fin fond du deck. Les miroirs, on joue tout notre deck. Mm. Donc on voit toutes nos solutions, toutes nos menaces. C'est important de pouvoir recycler eux-mêmes, les balais entre eux, mais aussi les quelques petites cartes qui vont faire la différence. Le petit maléfique dragon qui, à la fin, va enlever la dernière menace et faire les derniers lords. Donc voilà, j'ai fini par gagner la première au bout de quasiment tout le time. Grâce à ce package balai et à quelques cartes que je jouais qui ne jouaient pas pour faire de la place aux insaisissables. Voilà, donc 1-0, il devait rester 5-6 minutes. Ok. Et de toute façon, quand on s'est installé, on savait que ça allait finir à 1-0, c'est Ouais. pas un secret. C'est comme ça. Maintenant, il faut arriver à modeler la partie pour l'emmener là où on veut et que ce 1-0 soit en notre faveur, mais c'est jamais facile, encore moins contre des adversaires de qualité, mais là, ça m'a souri. Donc voilà. 1-0, évidemment, on n'a pas du tout le temps de jouer la 2, donc on joue quelques tours, mais voilà, c'est le time, et je gagne cette ronde. Après la troisième, elle a été streamée, donc elle est disponible sur le site de Ketal. Oui. C'était contre. Il s'appelait Romain, je crois, si je me trompe pas. Et il jouait aussi rouge-violet. Ok. Un rouge-violet un petit peu insaisissable, mais un petit peu plus classique que celui de Soupagod. Il avait juste ajouté des Jetsam, je crois, et des Tigrous. Non, enfin, il y avait quand même deux, trois trucs un peu épicés, on va dire, un peu hors du commun, qui n'étaient pas pour me faciliter les choses, parce que toutes ces insaisissables, c'est une bonne idée. C'est une super bonne idée de les jouer en vue du miroir. J'y avais un peu pensé, mais je préférais rester plus classique et plus solide contre les autres match-up. Parce que sur le miroir, j'ai l'impression d'être un peu devant dans la théorie, on va dire, et dans la vision et le déroulement que la partie va prendre. Donc voilà, donc j'ai pas fait spécialement d'effort de deck build autre que le package balai, mais là mon adversaire le jouait dans la troisième ronde aussi, les balais, donc c'était un peu. On se dirigeait vers une fin de partie un peu bizarroïde. La partie a duré. Je me suis senti derrière tout le long parce que lui est parti miroir tour 2 et pas moi. Et j'ai mis un temps fou à toucher mes miroirs. Et ces miroirs, il arrivait assez vite au point d'encre où il arrivait à piocher avec ses miroirs et à poser une menace. Et là, c'est hyper dur de suivre parce que Oui. nous, on pioche qu'une carte par tour. C'est hyper compliqué et j'ai joué, allez, peut-être en 10 tours de temps, j'ai dû jouer 3 soyez prêtes. Et je me suis senti, mais tout nu sur le Raspberry. Je me suis dit, mais attends, là, tu t'apprêtes à passer peut-être 30 tours avec une seule soyez prête dans le deck. Et il s'en est rendu compte, parce que c'est un bon joueur, il a vu. Et derrière, il savait qu'il pouvait me mettre 3 menaces et que j'allais en baver pour rétablir la situation. Et il se trouvait qu'elle était tout à la fin, en plus, ma dernière soyez prête. Donc c'était hyper compliqué. J'ai fini par toucher le miroir au bon moment, quand j'avais la main vide.
et à rééquilibrer tant bien que mal les choses. À partir du moment où j'avais joué mais soyez prêtes, je pouvais compter plus que sur les siennes. Ouais. C'est-à-dire, au board qu'il me pose, il fallait que je lui en oppose un au moins équivalent, voire un tout petit peu mieux, pour le forcer à tout envoyer valser et à s'enlever lui-même ses propres menaces. Mais sans trop en mettre non plus, parce que j'allais perdre mon late game. Parce que comme je disais tout à l'heure, le rouge-violet contre le rouge-violet, c'est une guerre d'attrition removal contre removal pendant une dizaine de tours, pendant une quinzaine de tours, où on s'échange des feux du dragon sur des maléfiques, sur des Elsa, sur des trucs comme ça. Et il faut attendre le bon moment où tous les removals seront passés pour poser les vraies menaces, les vraies choses qui vont faire gagner la partie. Mais en même temps, si on les joue pas avant, on va pas forcer les removals. Enfin, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre l'agression et en même temps la réserve pour la toute fin de partie. Là encore, j'ai eu de la chance, je pense, parce que mes trois soyez prêtes ont suffi à tenir le début, milieu de partie. Et après, on est tombé dans les échanges de coups. Et à la fin, j'ai eu l'impression que son build avec les insaisissables l'a desservi par rapport à mon build plus classique et plus rouleau compresseur sur la fin. Ok. Je pense que je l'ai gagné là-dessus. Tout simplement, et aussi sur le fait que j'avais gardé mon bouclier de la vertu en jeu, alors que lui l'avait ancré. Ouais. Il m'a confié à un moment donné qu'il se rendait compte de ses erreurs au fur et à mesure que la game a progressé, et à mon avis, il faisait référence à ça. C'est que le bouclier, ça tue. Sur la fin de partie, on peut plus faire de trade, c'est-à-dire qu'on prend l'or, on redresse, l'adversaire, il peut plus rien faire, c'est encore plus fort qu'insaisissable. C'est juste, il y a des feux du dragon, il y a des maléfiques dragons, ou alors tu prends ton lore, et voilà quoi. Donc très très bonne game, ça a duré 10 plombes, comme toutes les bonnes parties de Rouge-Violet Miroir, et évidemment la 2, il me suffisait que je tienne quelques tours avec des removals et c'était plié. Et là encore, on le savait d'avance. Donc voilà, j'ai eu la chance de gagner cette troisième ronde et d'être plutôt bien parti sur le tournoi. Mais comme c'est ton match-up Et favori, t'as dû te régaler. ouais, franchement, j'adore. J'adore. Comme je te disais il y a 2 minutes, c'est des parties où on va explorer tout le deck en entier. On va jouer toutes nos cartes. On va faire 50 000 choix. On va prioriser des encres, une quantité d'encres déjà. Et puis après, les cartes qui vont en encre. Tiens, j'aurais pu en parler au début de la vidéo, mais le choix de jouer des cartes ou de les garder pour les ancrer, c'est le nerf de la guerre du rouge-violet. Parce qu'il y a eu une partie, un peu plus tard, j'y reviendrai, où je me suis retrouvé à court d'encre. Et je me suis retrouvé à piocher des non-ancrables. Alors on le sait, le deck est pourvu de non-ancrables plus que de raison. Il y a que de ça. Enfin, il y en a presque la moitié, non, presque un tiers du deck. Et c'est toujours frustrant de mourir avec 6 encres et des cartes à 7 non ancrables en main. C'est toujours frustrant, mais il y a toujours un choix possible en early game Ouais. plus tôt, où on aurait pu jouer moins de cartes, les ancrer plus tôt, quitte à plus subir de pression de l'adversaire, mais qui aurait permis d'arriver plus vite aux encres. Donc le choix des cartes à jouer et à ancrer, c'est vraiment hyper important dans ce deck-là. Et je pense que dans le miroir de rouge-violet, là, ça a fait un petit peu la différence aussi sur cette troisième ronde. Voilà, donc je me suis régalé en deux manches. Je sais qu'à regarder sur le stream, les gens trouvent que c'est des purges, ces matchs-là, mais en vrai, c'est du vrai jeu. C'est du vrai jeu, on s'éclate. Je pense pas que mon adversaire ait trouvé que c'était une purge, et je pense même que pour moi, c'est la partie où j'ai le plus réfléchi de toute la journée. Donc c'est parfait. S'il pouvait y avoir que ça serait génial. Et ronde 4, je tombe enfin contre un jaune gris. Donc j'ai été assez content parce que j'avais un peu choisi ce deck pour avoir un petit edge là-dessus. Et on se fait deck check, donc on démarre la partie avec pas mal de retard. Et voilà, donc ça se passe de façon tout à fait classique.
C'est-à-dire, je fais attention toute la game à ne pas lui offrir de réponses gratuites qui pourraient lui permettre de piocher. Le seul truc que j'ai laissé aller, c'est un Stitch Surfer, mais à ce moment-là, je prenais trop de l'or sur le board, ça servait plus, ça ne le servait plus, on va dire. Euh, mais sinon, faire très attention à toutes les réponses qu'il pourrait développer et tout le plan de jeu du deck Ambre. Après, la partie gris de Ambre Gris est moins impactante pour Rouge-Violet. Elle est, elle est très forte. Il y a toujours cette fée clochette qui est monstrueuse, mais c'est plus gérable, on va dire, que la partie Ambre, qui est vraiment très dangereuse. La game se passe assez classiquement et le late game de Rouge-Violet finit par l'emporter. Voilà, donc 2-0, assez rapide et assez classique, on va dire, sur le déroulement de la partie. Ok. Et là, j'arrive donc à 4-0. Donc super tournoi, je suis ravi. Je m'assois en face de Ney pour la 5e. On est les deux seuls à 4-0. Et du coup, je lui dis que mathématiquement, en faisant draw, on passe en top 8 tous les deux. Il a du mal un petit peu à croire, d'autant qu'il y a beaucoup de monde qui pense que non, mais c'est les maths. D'autant plus qu'au final, alors on le fait, et le pire scénario se passe pour Ney. C'est-à-dire qu'il tombe contre un adversaire qui a moins de points, qui refuse le dernier draw et qui le bat. Et malgré tout ça, les maths étant les maths, ça passe quand même pour tout le monde. Il finit juste derrière moi, je crois qu'il rentre 7e dans le top 8, donc tout va bien. Ma dernière ronde, c'était contre Strix, un membre du Discord aussi, qui jouait jaune-gris. Et fort logiquement, on fait draw pour que tout le monde arrive en top assez frais, Ok. on va dire. Donc un choix de ta part de plutôt privilégier l'assurance d'aller en top plutôt que de jouer les games jusqu'au bout. Et advienne que Ouais, pourra, si jamais tu la win, c'est bah, free top, ou si c'est la lose, eh ben on a encore bah, cette dernière petite round à. En fait, tu privilégies plus l'aspect où on va se départager comme ça, où on se donne l'égalité pour s'assurer mathématiquement un top, et comme ça, en plus, on se ouais, repose un petit peu. je pense qu'on a fait les efforts avant. On est déjà à 4-0, on a fait des bonnes games, on mérite d'être en top. Donc pour moi, c'était évident qu'avec Ney, on pouvait rentrer. Et puis après, même d'un point de vue stratégique, ça se défend aussi de faire rentrer Strix en top. Ça fait rentrer un gris-jaune qui serait un match-up favorable. Donc si jamais on vient à être appareillés ensemble, ça pourrait être quelque chose qui sur le papier, parce que attention, c'est un sacré joueur aussi, donc rien n'est fait d'avance, et sur le papier, ça serait légèrement favorable pour moi. Donc voilà, moi je pars du principe que si avec un draw on peut rentrer en top, c'est qu'on l'a mérité avant, on a fait un bon tournoi, donc voilà, c'est ni du vol ni de la triche, c'est juste le chemin du tournoi qui se passe comme ça. Ok, donc dans tous les cas, c'est un choix en tout cas de la part du joueur, et c'est aussi Ouais, l'organisation qui a accepté aussi que que exactement, on ça a fonctionne comme demandé, ça. le head Donc, judge était OK. Du coup, donc du coup, sur ce point-là, il n'y a même pas de débat à avoir ou d'avis, ça s'est géré comme ça. Et donc du coup, tu as eu ta place en top 8 avec ouais. cette très belle sixième place que tu as méritée du coup grâce à toutes tes games. Et du coup, raconte-nous un petit peu, avant de parler de ton top, avant de commencer ton tournoi, est-ce que tu avais Mhm. un objectif? Est-ce que toi, t'y allé pour gagner? Tu t'es dit, je veux gagner. Avec tout ce que tu nous as dit en amont, j'ai Bah, déjà la réponse en tête, mais voilà, de se dire, je- est-ce que je veux atteindre le top? Est-ce que je veux gagner? Est-ce que je veux. Voilà, parce qu'il y en a, ils viennent juste pour prendre du plaisir, et puis si ouais, jamais on a un évidemment. peu de chance, ça passe, quoi. Évidemment, mais enfin, j'ai toujours été extrêmement compétitif dans mes approches des tournois. Il y a un paquet d'années de ça avec Magic et j'ai pas vraiment changé là-dessus. C'est hyper présomptueux de penser qu'on peut gagner d'entrée de jeu, mais franchement, je me sens fort avec ce deck. Vraiment. C'est un deck, on se sent puissant, quoi. Enfin, Hmm. je pense qu'on domine les games et on imprime le rythme qu'on veut aux parties. C'est assez particulier au deck control, tout TCG confondu. Parce que je les ai joués sur Pokémon, je les ai joués sur Magic, les decks control. Et à chaque fois, on a ce sentiment de donner le rythme, donner le tempo.
et d'avoir le contrôle dessus. J'ai du mal avec les decks plus aggro, même si j'en ai déjà joué et je reconnais leur force et leur fiabilité. Avec les decks plus aggro, où finalement on subit un petit peu le cours des choses et que si on se fait retourner, on n'a aucun moyen de revenir. J'ai plus de mal avec ça. Moi, je suis plus un joueur de contrôle qui va essayer de faire de la partie ce qu'il a envie qu'elle soit. Ok. De toute façon, Voilà, donc c'est moi typiquement le j'étais rôle venu qu'on leur pour donne. gagner, mais humblement, parce que je sais très bien qu'il y a des joueurs qui sont hyper compétitifs et bien plus que moi. Donc voilà, mais j'ai toujours espoir de bien figurer, quoi. Non, mais voilà, c'est bien. Moi, c'est ce que je dis toujours aux joueurs avec qui je discute, c'est de se mettre un objectif qui est en adéquation avec notre investissement au niveau du jeu et notre connaissance des TCG et notre expérience dans des tournois ou Ouais, c'est vrai. dans d'autres jeux. Si, par exemple, quelqu'un qui arrive à son premier tournoi, pour moi, si le mec il arrive et qui dit mon objectif c'est de gagner, il va peut-être se brûler un petit peu les ailes. D'abord avoir des objectifs qui soient réalistes en fonction de comment on joue, de quel deck on Ouais, joue, il etc. risque de repartir déçu et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il vaut mieux avoir un petit peu des étoiles plein les yeux et être, on va dire, se sentir fort en repartant et avoir fait mieux que ce qu'on pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Du coup, tu arrives Du coup, au top top. 8. Donc Donc en tant que sixième, rassuré, j'imagine, parce que est-ce que tu avais un doute au niveau de ton 4-0-1 au niveau de ta place en top, ou tu t'es dit c'est bon, c'est assuré et je suis tranquille? ah non, non, j'avais aucun doute. Ok. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué à Magic à l'époque. Faire Par les calculer les maths. résistances et les trucs comme ça, les maths, ça me va bien. Donc, j'avais aucun doute. Ney, il y en avait beaucoup et je me sentais mal pour lui quand j'ai vu que ça se tournait mal. Mais en même temps, les choses sont ce qu'elles sont. Et avec le scénario le pire possible, il a fini septième. Donc, D'ailleurs, c'était je vraiment vais, le pire, hein. Je vais faire une parenthèse sur sur ces choses-là, mais c'est un aspect des TCG que les gens ont tendance à oublier et ne pas prendre en compte. Les mathématiques qui sont des choses qui sont extrêmement importantes, que ce soit en termes de Bien deck sûr. building ou, Ouais. ou en termes d'appréhension de tournoi. Et les mathématiques sont une part vraiment... Enfin, pour moi en tout cas, ça rentre vraiment autant à 50% que des choix de cartes, etc., parce que vraiment, de savoir en termes de maths les statistiques de sortie de cartes, de tes sorties mulligan, de tes sorties avec le nombre de cartes que tu veux T1, T2, T3, et jusqu'à la fin de ta game, c'est extrêmement important, et de connaître les maths, c'est un avantage par rapport à ton adversaire qui est vraiment pas négligeable. Les maths, les probabilités et tout ce genre de choses. Ouais, 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 je suis entièrement d'accord. C'est Donc ça, un gros, gros atout. c'est un aspect qui est un peu, qui est un, qui est un peu, je dirais, mystique, je dirais un petit peu parce que Ouais, justement, il y a ce truc-là de, il y a les personnes qui savent et qui connaissent les maths et qui vont les étudier tout le temps, mais c'est pas quelque chose auquel on va parler lorsqu'on va parler d'une deck profile, par exemple. Souvent, on va dire, voilà, j'ai choisi telle carte, j'ai choisi telle carte, mais c'est vrai quand on rentre en profondeur avec certains joueurs, et c'est là où on voit vraiment le niveau au-dessus. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quand les mecs ils vont commencer à un petit peu parler de maths, commencer à théoriser par rapport au pourcentage, aux statistiques, et c'est là vraiment qu'il y a un palier, je trouve, en termes de joueurs qui arrivent au-dessus. c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Et même des fois, je dirais que les maths, on les appelle autrement. Rien que quand on parle de curve, quand on construit, quand on fait du deck building, Mm. et qu'on parle de curve, on parle de probabilité de sortie, on parle de maximiser les chances d'avoir des tours 1, des tours 2, des tours 3, d'avoir une curve qui s'enchaîne. Ça, c'est de la probabilité déjà. Rien qu'à un petit niveau, mais ça en est un petit peu. Et tu as raison, c'est quelque chose qui donne un ascendant sur ton adversaire, sur la façon d'appréhender depuis le choix des cartes dans ton deck jusqu'à le choix de jouer ou pas la cinquième game du tournoi. On aurait pu la jouer, je pense qu'il y en aurait peut-être un ou deux qui seraient pas dans le top 8. Mm. D'ailleurs, tu parles de curve, et du coup, je rebondis, c'est exactement la même chose que pour les decks, c'est-à-dire qu'il y a des decks qui ont des curves qui sont extrêmement rapides, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre en main un certain deck
va commencer à avoir un win rate extrêmement élevé très rapidement parce que le deck est facile à prendre en main et assez puissant, mais dès qu'on arrive à un palier à un certain moment, ça va se stabiliser, alors qu'il y a d'autres decks où justement ça va être très bas au début, et plus on va le jouer, plus on va apprendre, et c'est justement le cas pour moi en tout cas je trouve de Rouge-Violet, qui est un deck où plus on va le jouer, plus on va le theory craft, et plus du coup la curve de win rate va s'augmenter au fur et à mesure vraiment de toutes ces games et de tous ces miroirs par exemple que tu me parlais, où, Complètement. Et même à l'intérieur du miroir. hmm, C'est-à-dire que la curve est hyper importante hmm, quand tu construis le deck. C'est-à-dire que la présence des decks rapides bleu-vert et violet-vert fait qu'on construit notre deck contrôle avec quand même une curve à 1, 2, 3 qui est existante et qui sera beaucoup plus conséquente que si ces decks-là n'existaient pas. Alors, et même à l'intérieur du miroir, on se retrouve à faire la game 1 en mulliganant les Archimèdes, les Gaston et les trucs comme ça, alors que la game 2, parce qu'il y en a un des deux qui aura perdu, là, ils vont devenir hyper impactants, les bien sûr. Archimèdes et les Gaston. C'est que celui qui a gagné la première manche, il va les sortir de façon défensive, et celui qui a perdu la première manche, lui, va les sortir de façon offensive. Donc, ce qu'on avait rejeté en première game, on va aller les chercher par des mulligans pour la deuxième. Voilà, donc c'est des aspects d'enchaînement des parties et des mulligans et des choses comme ça. Le mulligan est quelque chose de très intelligent aussi. Euh, et de connaître le match-up aide beaucoup. Voilà, donc je te rejoins totalement sur ta vision des maths. Mais en tout cas, on Donc pourrait en sur parler. sur les Moi, c'est corps, quelque c'est chose les que, mulligans. moi, c'est quelque chose que je pourrais parler pendant des heures tellement que moi, ça me fait grave kiffer. Mais on terminera sur ça. C'est connaissez vos maths pour vos sorties. Vous voulez une carte en particulier sur votre premier mulligan. Si vous ne l'avez pas sur votre deuxième mulligan, connaissez vos maths. Et je pense que ça fera, je pense, le sujet d'une vidéo un peu plus poussée sur ça. Mais connaissez vos maths, connaissez vos stats et vous Voilà, allez voir, connaissez les maths. vos games seront totalement différentes. Et connaissez ce que vous voulez faire de la partie. C'est-à-dire que si vous voulez poser du board, il faut aller chercher du board avec le mulligan. Si vous voulez pas tout ça, il faut jeter, enfin, il faut vraiment aller là où on veut arriver. Et pour ça, il faut connaître son deck et Il connaître ses faut cartes connaître les match-ups, et connaître connaître son le plan de deck. jeu. Et connaître ses plans de Ouais, jeu, exactement. complètement Enfin, vrai. donc du coup, maintenant parenthèse fermée sur toute cette partie un petit peu scientifique, si je puis dire. Du coup, parle-nous un petit peu de ton top, contre qui tu tombes, sur quoi, quel Le deck tu top, donc je affrontes. suis sixième, je compte contre le troisième. Mauvaise nouvelle, c'est Adeptus. Alors je le connais bien, on se connaît bien avec Vincent, on se voit assez souvent. C'est aussi un père de famille et c'est surtout un super joueur qui joue tout le temps le même deck. Mauvaise nouvelle, c'est tout le temps un bleu-vert rush qui a pour spécialité de croquer les rouges-violets. Donc voilà, je suis ravi d'aller perdre en stream dans ma tête. J'y vais pas perdant d'avance, mais il vient de sortir mon fils du top 8 qui jouait aussi rouge-violet. Il l'a sorti assez violemment, c'est-à-dire qu'il lui a pas laissé la moindre chance. Ça a été un petit carnage. Donc voilà, je suis ravi de m'asseoir face à Vincent. Et bon, là où j'ai une chance infernale, c'est que je gagne le lancer de dés et ça change tout. Ok. Ça change tout parce qu'en gagnant le lancer de dés, je suis devant en encre et en tempo. Et grâce aux petits ajustements de build que j'avais fait pour l'early game, le fait de partir premier, c'est ce qui va me donner un petit peu la chance de garder le tempo de la partie, on va dire. Donc voilà, on démarre. Évidemment, je sais ce que joue mon adversaire, donc je mulligane en conséquence. Je cherche une main rapide. Je me dis que mes menaces, le late game, je vais finir par les piocher naturellement. Moi, ce que je veux, c'est tenir le début de partie. Donc, je trouve, je crois, j'ai plus la partie exactement en tête, mais je trouve mes early games assez vite. Je sais plus s'il y a des tips ou des balais ou des machins, mais j'arrive à poser un peu de board. Et sur la première partie, ça se passe de la façon dont j'avais dit à mon fils que ça aurait dû se passer pour lui. Donc, ça se passe j'arrive à répondre à ces menaces tout le temps, au fur et à mesure qu'elles sortent, et j'ai une chance de dingue sur le tournant de la game. Et Ketal
a bien souligné ça sur le stream. C'est que à un moment donné, je pioche avec miroir. Il me reste 4 encres disponibles après. J'ai 8 encres, donc 4 pour piocher avec miroir. J'ai un petit Aladdin. Et en face, il y a 2 Donald, dont un qui est engagé. Je Aïe, aïe, pioche aïe, et on je sait ce qui pioche se le passe. gros Aladdin. Eh oui. Et j'arrive à poser une cinquième encre à engager et ça retourne la partie. C'est le tournant. Je sais pas s'il s'en est bien rendu compte, Vincent, que c'était tout au top deck. Mais si j'avais pas le Aladdin là, à mon avis, c'était du survival qui était pas en ma faveur derrière. Donc j'ai eu une chance assez insolente, un, de commencer, deux, d'avoir cet enchaînement pioche Aladdin avec pile le bon nombre d'encres. C'était assez magique. Et derrière, une fois que ça s'était passé, il a jeté son deuxième Donald sur Aladdin, il était obligé. Et le late game de Rouge-Violet Ouais. a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est plié. On en parlait Sur avec. la 2, Ouais, on en ouais, parlait vas-y, justement. Je te coupe bien une sûr. petite seconde. On en parlait avec. Mince, j'ai perdu le nom malheureusement. De celui qui a gagné le tournoi. Wedge, Swed, Wedge. voilà, il va me tuer. On en parlait avec Swed où justement un tournoi, peu importe la préparation, il y a forcément ce brin de chance qui va faire au bout d'un moment la différence et on ne peut pas gagner un tournoi et on ne peut pas aller haut dans un tournoi si au bout d'un moment il n'y a pas ce brin de chance qui va faire qu'on pioche la bonne carte au bon moment. Celui qui gagne, c'est le meilleur joueur avec le meilleur deck et le plus de chance. De toute Voilà, façon, si on n'a pas un de ces trois facteurs, on ne gagnera pas le tout à fait. tournoi et c'est à chaque fois. Après, j'ai été le chercher, ce Aladdin. Enfin, je le voulais depuis un moment. Je l'avais pas pioché en pas mal de pioches avant. Et j'ai été le chercher et il est arrivé Ta chance s'est provoquée, voilà. magistralement sur le truc. Voilà, donc j'étais très content et voilà, c'était le bon moment. C'est plutôt beau à voir. Donc voilà, je suis Et très en, content de et cette en remise. plus enregistré en stream, donc tu pourras te la mater tous les soirs en allant te coucher. Exactement, exactement. C'est pour la postérité. Voilà, la deuxième game est beaucoup moins pour la postérité, puisque je me fais dérouler comme le plan le veut par le bleu-vert qui commence, Et qui me oui, sort tout. ouais. Et là, je meurs de façon désespérée avec 6 encres en jeu et que des cartes à 7 en main, où j'en ai pioché 2 ou 3 à la suite, sans jamais trouver de carte ancrable. La réaction typique, c'est de dire j'ai pas de chance, j'ai mal pioché. Mais en fait, rétrospectivement, il faudrait que je revoie toute la game assez minutieusement pour voir si j'ai pas joué à un moment donné une petite carte que j'aurais pu plutôt ancrer, quitte à me prendre 3-4 lords de plus. Si ça se trouve, on pouvait faire autrement. Si ça se trouve, cette septième encre, j'aurais peut-être pu la voir différemment. Donc voilà, c'est pas forcément la faute des mauvaises pioches, même si sur le coup, ça agace un peu. Je vais. N'empêche qu'il y a eu des tours avant. Alors, tu vas m'en vouloir, mais je rebondis à chaque fois sur ce que tu dis parce que c'est vachement intéressant. Surtout, moi, je pense aux nouveaux joueurs qui pourraient découvrir justement cette façon de jouer. Mais le fait de se dire, ouais, c'est mon deck qui m'a chié à la gueule, je pouvais rien faire de plus. Le fait de re-réfléchir à ces games, même quand on gagne, de se dire, attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas bien fait à ce moment-là, il faut que je me Ouais. refasse ma game. Ça, c'est un état d'esprit et une façon de vouloir s'améliorer qui est, enfin, pour moi, je trouve très très bien. Parce que justement, t'as cette réflexion-là de se dire, à tel moment, il faut que je regarde, faut que je revoie ma game. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être perdu un peu d'encre, mais enfin un peu de lore, mais ça m'aurait permis d'ancrer. Si j'avais ancré un de Mm. plus, j'aurais pu jouer ce personnage et la game aurait pris un tournant totalement différente. Et c'est C'est vachement probable. intéressant d'avoir cette réflexion-là. Ouais, c'est probable. Il faut pas oublier que quand on joue rouge-violet, il faut arriver à gérer la partie en jouant le minimum de cartes pour pouvoir se donner le luxe de choisir ses encres. Si ça se trouve, j'aurais pu gérer ce board en prenant plus de l'or, mais en économisant une ou deux cartes, qui aurait pu faire l'encre qui manquait à la fin. Parce que clairement, si j'avais touché cette dernière encre,
Je sais pas si je serais revenu entièrement dans la partie parce qu'il était quand même allé très loin en lore. Ouais. Et après, il lui suffit de poser des persos comme Donald. Donald, il le joue pour ça, hein. Il le joue pour le poser, le faire partir au lore une fois, et après qu'il parte, qu'il soit banni, c'est pas grave. Son taf, c'est de faire du lore une Ouais. fois, comme Cusco. Et il serait arrivé à 20 petit à petit. Je sais pas si je serais arrivé dans les Ursula et Aladdin à le faire descendre assez pour empêcher ce plan de jeu. J'en ai aucune idée, mais j'aurais survécu un peu plus longtemps et on aurait vu un peu plus de tours. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, il est parti comme une bombe. Il a joué son deck comme il sait bien le faire. Ah. Et il n'y a pas il y a pas à tortiller. C'est le plan de jeu qui est fait pour écraser Rouge-Violet. Donc ça a bien marché. Bravo à lui. C'était un plan à exécuter sans accroc. Et donc la troisième game, c'est moi qui la commence. Et bon, bah, je me remets dans l'optique de la première où, allez, on est devant en tempo, on est devant en encre, on est devant, il faut tenir, il faut tenir. Et, et pour le coup, celle-ci a été plutôt bien maîtrisée par le deck rouge-violet dans le sens où je me suis jamais senti trop en danger sur cette partie. Il est jamais parti trop loin en lore. Et j'étais même dans une position, et ça a fait parler sur le stream, c'est-à-dire que j'ai écouté les commentaires de Romuald et de Ketal qui comprenaient pas pourquoi je jouais pas Soyez prête à un moment donné où Ah mon oui. adversaire avait un peu de board. Moi j'avais Mickey, j'avais mes balais, si je me rappelle bien, et ils étaient très surpris de me voir jouer Elsa plutôt que de faire Oui. valser le board avec Soyez prête. Mais en fait, moi qui étais en train de la jouer, j'étais pas dans l'optique de survivre. Soyez prête, on survit. Mais moi, j'étais dans l'optique de gagner la partie, de contrôler le board en lui contrôlant ses créatures avec mes Elsa, j'en avais deux en main, et de faire du lore parce que je savais que j'étais devant et on va pas casser un board sur lequel on est devant. Jouer Soyez prête, pour moi, c'était une mauvaise vision du plateau tel qu'il était. C'est pas parce qu'on joue rouge-violet qu'on a envie de tout craquer tout de suite. Si dans la partie on est devant sur le board, peu importe qu'en face ce soit un deck rush, il est derrière, et bah, c'est à lui de trouver les solutions. J'étais dans une position où c'était à Vincent, à Adeptus, de trouver la La solution. solution et de répondre à mes menaces, ce qui est très paradoxal, hein, mais on en était là. C'était à lui de répondre à mes menaces, et moi, j'avais juste à en jouer des nouvelles et à avancer vers les 20 lore. De toute façon, Voilà, donc soyez moi, prêtes, c'est la soupape de sécurité qui fait que quand on la joue, ça rassure. Là, ouais, t'étais en ça plein rassure. contrôle. T'étais en plein contrôle, donc effectivement, t'avais pas cette menace. Non, moi, je me sentais pas en danger et j'étais plus dans l'optique de poser des problèmes à Adeptus et de le forcer à réagir plutôt que de réagir au sien qui était plutôt contrôlé, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais c'était une belle vision en tout cas de la game, mais c'est vrai que ça a posé pas mal de questions en tout cas À poser des pour les streamers, questions mais hmm, parce qu'on est trop enfermé dans rouge-violet, ça casse. oui. Non, là, rouge-violet, ça faisait du lore sur cette Oui, partie-là. bien sûr. Et puis toi, t'avais aussi ton plan de jeu en tête. Tu savais, enfin, voilà, tu savais de toute façon vert bleu, il n'y a pas de gros board removal. Il y a il y a quelques cartes qui va peut-être gérer un ou deux personnages, mais tu sais que si À tu commences à partir du, spammer le ouais, terrain, à partir du moment où tu es devant en lore et que tu es devant sur le board, il peut pas revenir. c'est ça. Ce deck-là, avec ce build fait par Vincent, qui est surpuissant quand il est devant, il est Oui, inarrêtable le truc, hein, mais quand il est derrière, malheureusement, enfin, tu peux pas tout faire avec un deck. tout à fait. Pas avec un pool de 204 cartes. Oui. Peut-être quand on aura 3-4 éditions, peut-être qu'on arrivera à faire des choses qui seront plus résilientes, plus poussé, mais là on n'a pas grand-chose pour construire, hein. Il faut pas se leurrer, une seule édition c'est très peu. Je trouve même qu'on fait beaucoup avec pas grand-chose, hein, avec cette première édition. Si on prend la première édition de Magic, on fait rien du tout, hein, avec. Bon, si on Mais prend là, la première chapeau, édition de n'importe quel TCG, je ouais, pense que chapeau aux franchement, designers de l'Orcana parce qu'ils ont fait ouais, du bon boulot. Ils ont fait ouais, quelque chose d'intéressant. On peut jouer 4, 5, 6 decks performants. ouais. C'est remarquable. Voilà, donc j'étais devant quasiment du début sur cette troisième game et je l'ai joué pas comme un contrôle, mais enfin si, mais comme une autre version de contrôle. Contrôle par le board plutôt que contrôle par les removals. Voilà, donc j'arrive contre toute attente à passer ce tour
de top 8 Et puis Strix qui n'aura et du a coup atteint pas des... éliminé toute la famille du coup. Non, j'étais triste, j'étais tellement triste Ouais. qu'il n'arrive pas à passer le quart de finale, parce que du coup, je prends le pire match-up du monde en demi, contre Kirae, qui est tellement sympa, mais qui joue un deck tellement horrible pour moi. C'est pas du tout la même, hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que je perds le toss. Et Ouais. là, quand tu perds le toss, tu te dis que t'es pas bien. Parce que Ouais. tu vas jouer au moins 2 games enfin au mieux, 2 games sur le play, Hmm. enfin sur la draw, pardon. Et c'est hyper compliqué parce que game 1, il part, il me fait tour 1 Pascal, tour 2 Pascal. Bah voilà. Et moi, après, t'as tes Sergent Tibbs, t'as tes Gaston, mais bah, t'en fais rien du tout, alors que tu les as gardés en main justement pour leur league game, et finalement, ça ne sert à rien. C'est dramatique. Je me prends une sortie de l'enfer sur la première, hyper compliqué, vraiment. En quelques tours, il est déjà à 12-13 lore. Ça va tellement vite, c'est tellement fort, ça pioche, c'est l'enfer ce deck. Je sais qu'il vit l'enfer contre contre jaune-gris, mais par contre, il me colle l'enfer. Donc, Égal, ouais. son plan se déroule merveilleusement bien pour lui. Je me fais manger en première ronde. Et on attaque la deuxième avec un mulligan à 7 de ma part. Je jette toute ma main parce que j'ai que des gros trucs. Du non ancrable, des grosses cartes. J'ai aucun early game. Je jette tout. Faut pas hésiter, hein. De toute façon, on va pas garder des cartes qui vont servir à rien. Donc allons-y, hein. On n'a aucun contrôle sur ce qu'on va récupérer, mais ça peut pas être pire. Donc je récupère une main plutôt correcte, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus exactement comment ça s'enchaîne, mais je commence et c'est moi qui ai le tempo pour une fois. Et il démarre avec Archimède et pas Pascal, ça change tout. Et sur cette partie-là, le plan Aladdin Ursula fait toute la différence. Je lui enlève 11 lore, 9 lore et il finit à 11. Et moi, j'arrive à mon 7 encre fatidique et derrière, le deck déroule. Donc j'arrive à arracher une game sur le play. C'est vrai qu'en Et en comptant évidemment, à la la fin, dernière, en comptant à la fin, ouais, vous t'avez enlevé pile poil ce qu'il fallait pour arriver à pile, 20. pile ce qui lui manquait pour gagner. Ouais. Pile. Mais qu'est-ce que c'est fort, c'est Aladdin. Qu'est-ce que c'est fort. Et même Ursula, hein, elle est balèze. Vraiment, les trois ensemble, c'est très fort. Je vous déconseille de jouer rouge-violet sans ce package Aladdin, 4 de chaque, sans 2 Ursula. Pour le chapitre 1, alors il reste plus grand-chose à faire, hein, du chapitre 1, mais là, c'est trop fort. Et la troisième, photocopie de la première, il part comme une fusée. J'ai pas le temps de le voir jouer, qu'il est déjà à 9 lore au tour 4. C'est hyper compliqué et je sais pas ce qui me prend. Je fais un misplay de la mort. Je suis à 5 encres. J'ai un Maui en main, il a que de l'insaisissable. J'ai aussi une petite Elsa. J'ai la grande Elsa pour le tour d'après et je suis stupide. Je joue le Maui. Alors, rétrospectivement, je suis quasiment sûr qu'il m'aurait fait un écoute que moi ou un génie dessus sur ma petite Elsa. Mais le play, c'était évidemment de jouer petite Elsa et le tour d'après de jouer la grande en alter Ouais. pour lui bloquer son board et éventuellement, si besoin, je l'avais en main, faire soyez prête en la chantant. On Ouais. pouvait faire au tour 6, soyez prête. Alors je suis quasi sûr qu'il m'aurait remonté en main ma petite Elsa et que c'était cuit de cuit. Mais jouer ce Maui, c'était d'un pathétique. Je me suis fait honte. Et il me semble même que Et- dans ta main, parce que du coup moi Ouais, j'étais à ta table en judge sur j'étais à cette côté, ouais. game-là, il me semble que dans ta main, à part la Elsa, la petite Elsa, tu avais que du non ancrable. J'avais Que que du du non non ancrable. ancrable, mais j'avais quand même la sixième. Bah, c'était ma sixième encre pour Oui. jouer la grande Elsa. Donc j'avais un out, j'avais Hmm. une vraie façon de survivre. J'étais pas mort. Il était haut en encre, mais je stoppais sa progression. Et derrière, il y avait les Cusco qui pouvaient être pénibles, mais je suis pas sûr de ce qu'il avait, quoi. Je pouvais gérer des génies, je pouvais gérer des fées clochettes, je pouvais gérer des petits trucs comme ça. Bon, Cusco, j'aurais du mal quand même. Mais qui dit que je serais pas parti sur des Ursula ou des Aladdin, c'était possible. Enfin,
Ouais, je suis quasi sûr qu'il me l'aurait remonté en main. Ouais. Je lui demanderai à l'occasion, mais à mon avis, c'était pas viable, mais c'était d'un nul de jouer ce Maui. Je me suis fait honte et voilà. Donc pour moi, je perds la place en finale là-dessus, mais en vrai, il l'a mérité 1000 fois et de toute façon, il était sur le play 2 fois. Et qu'est-ce que tu veux faire? Et puis on le répétera C'était pas comme assez. ça. On le répétera pas Il fallait assez. que ça arrive. On le Il fallait que répétera ça pas arrive, mais assez, voilà. mais le tournoi a commencé à 9h30 et il Ouais. n'y a pas eu de pause repas, c'est-à-dire que toutes les rounds se sont enchaînées les unes après les autres. Donc forcément, Ouais. quand on arrive en fin de journée, même si on est habitué au jeu, il y a quand même une part de fatigue qui fait que des fois Ouais, des petits misplays peuvent arriver, forcément. tout à fait, t'as raison. Et là, on voit un petit peu le bénéfice des 2 draws intentionnels. Ouais, C'est de pouvoir récupérer un petit peu de fraîcheur, d'aller se chercher un sandwich, d'aller boire un coup et de décompresser un petit peu avant le top. bien Ça sûr. peut être sympa. Ça peut être bien quand on peut se permettre, c'est avantageux. Et donc voilà, donc Mais du coup oui, tu... la journée était longue et voilà, donc le chemin se termine contre Kirae qui mérite la place en finale et qui va avoir le plaisir de jouer contre son pire match-up après avoir eu le meilleur. Eh oui. Donc Retour de bâton, quoi. j'imagine un peu de J'aurais bien. frustration du coup de savoir que c'est du coup le jaune gris qui est en finale du coup. Bah ouais, parce que Kirae en sort un que j'aurais bien aimé rencontrer et me sort avant que j'en rencontre un autre. Ouais, bah c'est comme ça. Après, c'est des joueurs d'un tel niveau que même sur un Hmm, match-up ouais, favorable, c'est jamais couru d'avance, bien hein. sûr, Ça reste compliqué. Strix et Swed, ils pilotent leur deck bien mieux que n'importe qui. Donc, bon, bon. c'est très bon joueur. Mais il y avait un petit edge, on va dire, dans la tête, un petit edge Bien mental sûr. sur Et le donc match-up. voilà, et donc du coup tu conclus ce tournoi Et voilà, sur ce beau top 4 dans tous les cas. Très beau un top beau top 4. 4 et un beau misplay. Donc, je t'avoue, je suis resté là-dessus pendant 2 3 jours, hein. Ah mais c'est sûr, de toute façon moi c'est pareil, après chaque tournoi je touche plus aucune carte et puis je réfléchis à tout ce qui s'est passé, les choix, etc. etc. donc je te comprends Et totalement. Et du j'étais coup, invivable avec mon fils qui jouait rouge et violet. Je lui disais, mais tu te rends compte pourquoi j'ai joué ce Stelza, ce Maui? Il faut être bête pour jouer Maui. Pourquoi j'ai fait ça? Il y avait que des insaisissables. Il a dû me prendre point. Enfin, bref, c'est comme ça. et donc du coup, fin de tournoi, tu rentres, et donc du coup, est-ce que maintenant, bon bah le chapitre 2 sort dans quelques jours maintenant, nous sommes lundi, il sort Ouais, du ouais, coup ouais. le vendredi. Est-ce Il sort à que la fin de la. ça fait la fin de la semaine. Et donc du coup, est-ce que tu as des échéances, enfin, quelles sont pour toi les prochaines échéances? Est-ce que tu vas faire des avant-premières? Est-ce que tu vas à Angers pour le gros tournoi à 200 joueurs? Dis-nous tout. Alors, si j'avais 20 ans de moins, j'y serais allé avec plaisir à Angers, mais ma vie actuelle, Eh oui, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, malheureusement. Je peux plus faire les folies que je faisais quand j'étais étudiant, et voilà, donc ça se passera sans nous. Angers, malheureusement, j'aurais adoré faire ça, d'autant que c'est une méta toute neuve, sans recul, et j'aurais adoré participer, mais malheureusement non. Par contre, je vais faire les pré-releases du samedi à Trollune ah bah avec, super, on va se retrouver là-bas alors. avec mes 2 garçons. Ouais, avec mes 2 garçons, on sera tous les trois. Ah génial. Donc, on aura le plaisir de découvrir les cartes, Ah oui. de voir un petit peu si on a de la chance à l'ouverture, et puis de deck builder un petit peu. J'adore le limité. À Magic, c'est ce que je préférais. J'étais Ok. un joueur de limité. Donc, moi, si on peut retrouver ça dans ce jeu, ça me ferait hyper plaisir. Ah bah c'est super. Du, Est-ce du, que... du, du clean deck et du draft. Je rêve de faire du draft, mais avec la pénurie de Ah oui. cartes, c'est compliqué, hein. Mais C'est ça compliqué, va mais revenir. un jour, peut-être, j'adorerais un circuit compétitif avec une vraie place pour le limité. De toute façon, Pour moi, c'est il y a pas de, l'essence du jeu, il y le a pas de limité. raison, il y a pas de raison que ça ne se fasse pas parce que dans tous les cas, le jeu se porte, enfin, le jeu a cet aspect-là qui permet justement à faire des gros tournois en scellé et Ouais. il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Il n'y a pas de Ouais, et raison. puis les extensions sont bâties de façon à être entièrement draftables Bien seules. sûr. Et ça, c'est très intelligent aussi. Je trouve que le travail fourni par le game design de l'Arcana est fabuleux. Ils ont résolu avec les encres le plus gros problème de Magic avec les terrains. Ils ont résolu avec leur mulligan qui est bien plus intelligent que celui des autres TCG. Enfin, Mm. pour moi, c'est brillant la façon Non dont mais ça a été organisé. et puis même le design de certaines cartes où on voit vraiment que c'est designé
pour du scellé, pour du Ouais, limité, c'est vraiment, on le sent des fois aux ouais, effets des cartes que ah vraiment, complètement. Complètement, tu as des cartes rares qui sont pourries en construit, mais qui prennent tout leur charme et leur potentiel en scellé, en limité. mais Ça sera comme, vraiment sympa. comme certaines cartes qui ont un potentiel fou en multi. C'est exactement la même Mmh, chose. Donc, il y a aucune raison, je pense qu'ils commencent à mettre leurs tu pièces raison. au fur et à mesure. Le 7-2, là on a vu que certaines cartes, ils commencent à mettre des pièces par-ci par-là. 7-3, je pense que ça va totalement exploser. Et puis d'ici cet été, quand le circuit compétitif va arriver, là on va avoir une explosion, ça va être génial. Et donc ce qui est bien en plus, c'est que on avance depuis le début du jeu, et on découvre le jeu au fur et à mesure, et ça c'est meilleur quoi. Meilleur. Ouais, tu as tellement raison. Tu as tellement raison, tu as tout résumé. Je C'est suis, 100 d'accord avec toi. Moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est d'avoir commencé dès le début et de découvrir le jeu au fur et à mesure et Ouais. de pas arriver On est Cette fois, on est là depuis exactement. Cette fois, on a pris quand tu auras le 3000, départ. 4000 cartes à assimiler, là, on se prend tout au fur et à mesure, c'est un kiff, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Mais complètement, complètement. Trop content d'avoir été là du début, ouais. C'est clair. Dis-moi, est-ce que tu as des remerciements, des gens que tu aimerais dire que c'est. Dis-moi, le petit mot de la fin, on va dire. Des remerciements classiques, hein, tous mes adversaires, du tournoi ont été hyper nice. Ah si, je voudrais remercier vraiment particulièrement, alors je sais pas son nom, leur nom, parce qu'elles sont plusieurs. Il y a Parmi les adversaires que mon fils le plus jeune a rencontré de 7 ans, il y a eu des personnes hyper bienveillantes et très très bien intentionnées envers lui. Et c'est tellement plaisant, c'est tellement agréable d'être dans une communauté où les gens sont aidants et vraiment bienveillants. Parce que quand ma fille faisait des tournois, si elle a 9 ans, c'est pareil, ses adversaires lui conseillaient des plays avec son deck. Enfin, c'est hyper bien. J'adore ça et c'est vrai qu'il y a 2 personnes, 2 femmes, avec qui il tombe beaucoup, sur les tournois, qui sont très, très sympas avec lui. Donc, j'ai pas malheureusement pas leur nom, mais, voilà, donc gros merci à elles pour leur bienveillance, pour leur gentillesse et c'est ce qui fait plaisir, ce qui donne envie à Sacha de venir faire des tournois. C'est génial. En sachant que ton petit, du coup, était en 2-0 au début Il du était en tournoi. 2-0, il était le roi du monde. Et tout le monde, je t'assure, hein, moi qui étais judge et qui tournais dans toutes les tables, tout le monde parlait que de lui. Tout le monde se C'est retournait, il disait, vrai? tu vois, ça c'est le petit, il est en 2-0, ah, truc de fou. Ah, Il était vraiment, à 2-0, mais ouais, non, après, il a stagné un petit peu, malheureusement. Mais il est bah, tombé il est contre tombé Ney. contre Enfin, il est Ney tombé en. contre des autres joueurs. Ouais. Ouais, j'ai vu son parcours et j'ai vu que c'était Ney. Je me suis dit, oh, mais le pauvre. Et puis après, du coup, je lui en ai parlé. Il m'a dit, ah ouais, il m'a déroulé, lui. Je lui fais, ouais, c'est pas étonnant. Il me Non, dit, tu mais sais, franchement, il a d'un tout point de fait vue en extérieur, franchement, c'était vachement drôle. Et, franchement, franchement, pour moi, il est à fond. à son âge, Il était à fond. moi, je faisais rien à son âge, voyons, moi, je touchais même pas Mais, une carte. mais, mais moi, c'est pareil. Tu parles 7 ans. Mais maintenant, Ouais, les générations de maintenant, ils sont épatants. c'est clair. Vraiment épatant. Et mon autre fils, 14 ans, donc lui plus grand, plus habitué, mais démarrer avec 3-0, c'était chouette. Et jusqu'à la dernière ronde, il a lutté pour le top 8. Il était dernière ronde contre Strix. Non, pas contre Strix, contre Adeptus. Ouais, C'était un win and in. Donc ça le booste, ça le motive. Moi, ouais. j'adore. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Bon, bah, c'est C'était génial. un super tournoi. En tout cas, sache que ça va être un plaisir de te retrouver samedi pour la paix, comme ça on pourra Ah ouais, ouais. rediscuter de plein de choses et puis on pourra en plus Theorycraft ensemble, il n'y a aucun souci. Pour le chapitre Avec 2, plaisir. ça va être carrément chouette. Ce sera Écoute, mon plaisir. en tout cas, je te remercie 1000 fois en tout cas pour le temps que tu m'as accordé, c'était vachement cool. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec des personnes justement vraiment de tout horizon, qui ont Mm. une expérience vraiment diverse et variée. On a pu le voir sur cette série de Deck Profile. Normalement, avec toi, ce sera la dernière des vidéos. Et puis vraiment, on a pu sentir vraiment les personnalités différentes qu'on peut retrouver dans un tournoi, c'est-à-dire de la personne qui n'a jamais touché des cartes de sa Ouais. vie, qui fait son premier gros tournoi et qui arrive à terminer en finale, quelqu'un qui est plus habitué, qui est un ancien comme toi avec Magic et qui, du coup, de par son expérience, arrive à avoir cette tranquillité d'esprit, à ne pas se prendre la tête, à analyser les situations très rapidement. D'autres qui sont vraiment tryhard comme Ney, où ils vont vraiment, comme il me disait, hein, lui il arrivait au tournoi, ça faisait déjà 3 semaines qu'il bossait le chapitre 2 avec sa team. Donc vraiment, il y a des profils totalement différents.
Mm. Mais au final, Et ça fonctionne. ça Ouais. n'empêche personne d'atteindre les tops, ça n'empêche personne de pouvoir gagner un tournoi. Et puis ce n'est pas parce que vous êtes débutant et que vous commencez à découvrir le jeu que c'est impossible. Avec de l'entraînement, avec une bonne réflexion et surtout savoir bien s'entourer des bonnes personnes, en sachant qu'en Ouais, plus avec le Discord, vous pouvez discuter avec absolument tout le monde, ça c'est génial aussi, c'est des choses qui à 10-15 ans en arrière, ça n'existait pas ça le Discord. Donc on a accès aux decklists, on a accès aux informations, il y a YouTube, il y a tout ça qui permet d'avoir une connaissance folle sur le jeu, donc faut vraiment pas se limiter au fait d'être débutant ou quoi que ce soit. non, on a tous commencé à un moment donné, on sait que c'est compliqué, mais ça se fait et les progrès sont rapides quand on s'investit. Ouais, tout à fait. En tout cas, je te remercie encore une fois. Et puis Merci à pour les toi, c'était autres, un plaisir. n'hésitez pas, vous trouverez les replays de notre cher ami JC de la part de Ketal en description. Donc si vous voulez voir les games et un beau gameplay, et maintenant qu'en plus vous avez l'explication de la dexlist et de la réflexion derrière les games, vous allez peut-être les voir différemment aussi. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et puis JC, je te dis à la prochaine, merci encore. Et puis à tout Merci le à toi. monde, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut! À bientôt. Salut.